Je salue mes consoeurs, mes confrères. Le neutrino, qui est une particule qui est assez mal connue du grand public, si on peut dire, et je l'ai caractérisée de omniprésente. Vous allez voir que nous baignons dans un flux de neutrinos énorme, et fantomatique parce qu'on ne la voit jamais, et que c'est une particule qui défie encore les physiciens. Alors, cette particule, elle est née officiellement dans les années 30, mais elle est née dans la tête d'un physicien qui était Paoli et qu'il a appelé le neutrino. Et il a fallu attendre 20 ans pour qu'on puisse savoir si ce rêve de Paoli correspondait à une particule réelle, et effectivement, elle n'a été détectée qu'en 1950. Alors j'ai trouvé que pour vous en parler en 2021, c'était assez intéressant d'avoir reconnu au cours des décennies qui se sont passées que les neutrinos étaient des violeurs. Je vous expliquerai ça. Ils sont échangistes et en plus ils sont squatteurs. Donc ces trois caractéristiques pas très sympathiques, je vais vous les définir. Et il faut savoir que si l'on sait ça sur les neutrinos, eh bien ça a été récompensé par la communauté déjà par 8 prix Nobel. Et il est à attendre que dans les 10 ans qui viennent, il en apparaîtra de nouveau sur ce thème des neutrinos. Alors, je pense qu'à la fin de ma petite conférence, vous comprendrez que les neutrinos, on ne les voit pas, mais qu'ils interviennent à tous les stades de la vie de notre cosmos, depuis le Big Bang jusqu'à nos jours. Alors, la naissance du neutrino est assez extraordinaire. Je l'ai caractérisée par une naissance radioactive, et une naissance surtout non désirée. Je vais vous expliquer ça. Alors radioactive, pourquoi ? Parce que à la fin du 19e siècle, tout à fait à la fin du 19e siècle, on avait découvert la radioactivité. Ça a été le travail assez exceptionnel de Becquerel, de Rutherford et du français Paul Villard, qui ont découvert 3 rayonnements qu'on a classés de par leur pénétration, alpha, bêta et gamma. Les alphas n'étant pas capables de traverser une feuille de papier, les bêtas n'étant pas capables de traverser une feuille d'aluminium, et les gammas traversant avec difficulté des briques de plomb. Donc c'était tout à fait expérimental comme définition. Alors on a commencé à se concentrer sur les rayons bêta, qui vous allez voir sont à la source des neutrinos. Et dès le début du siècle, du XXe, en 1902, Pierre et Marie Curie ont fait une expérience assez simple pour démontrer que ce qu'on appelait des bêtas étaient des particules de charge négative. Et la même année, Kaufmann et Rutherford ont démontré que ces particules négatives, en fait, c'était les bons vieux électrons que l'on connaissait. Ensuite, il s'est passé à peu près 9 ans où on a essayé d'étudier un peu ces électrons, et la grande physicienne Lise Meitner, que je présente ici comme ayant dit une bourbe, en fait, en 1911, elle a publié que les électrons du rayonnement bêta étaient monoénergétiques. C'était faux. Heureusement, dans sa carrière, elle a dit beaucoup de choses justes. En particulier, c'est la femme qui n'a pas eu le prix Nobel sur la découverte de la fission nucléaire comme elle aurait dû l'avoir. Ensuite, Chadwick, en 1914, alors là on arrive dans la guerre qui va beaucoup perturber ses recherches, il a dit qu'il n'était pas du tout d'accord avec Madame Meitner, que lui, ses expériences montraient que le spectre des électrons émis par la radioactivité bêta était un spectre continu, ce qui l'a rendu très triste. Et on a retrouvé une lettre qu'il a faite à Rutherford, en lui disant « il doit y avoir une stupide erreur quelque part ». Eh bien non, il n'y avait pas d'erreur. Alors, pendant la guerre, il ne s'est pas passé grand-chose, si ce n'est que la guerre de 14-18, si ce n'est que tous les physiciens qui ont eu les moyens de regarder ces électrons, ils ont confirmé que c'était un spectre d'électrons continu. Et ça semblait violer la conservation de l'énergie dans la désintégration. Alors, je parle ici de Niels Bohr, une des rares bourdes qu'il a publiées, puisque c'est quand même le père de la mécanique quantique de l'atome,
il a proposé, devant ce résultat, il a dit mais il faudrait peut-être apprendre à abandonner le principe de la conservation de l'énergie dans la radioactivité. C'était une énormité et elle a quand même été sur le tapis pendant quelques années. Alors il a fallu attendre des expérimentateurs en 1927, Ellis et Wooster, qui ont fait une étude très précise d'un spectre précis de radioactivité bêta, c'était celui du bismuth. Et ce spectre, pendant 3 ans, Wolfgang Pauli l'a contemplé et il en est arrivé à une conclusion purement intellectuelle qu'il a exprimée en 1930. Vous voyez que ça avance pas vite quand même. Il a dit, pour expliquer ce qui se passe dans la radioactivité bêta, moi je vous propose qu'on suppose qu'il y a une particule cachée qu'on ne voit pas et que je suis sûr qu'elle est neutre, donc je propose qu'on l'appelle le neutron. Il n'a pas eu de chance parce que l'appellation sera prise 2 ans plus tard par Chadwick qui a découvert le vrai neutron. Alors, je voulais vous montrer la lettre que Pauli a adressée à ses collègues qu'il appelait messieurs et mesdames radioactifs, qui était une conférence qui était prévue à Tübingen pour faire le point sur ce qu'on savait de la radioactivité. Évidemment, Pauli était invité et il leur a écrit en disant « Je vous propose un remède inespéré, il y a une nouvelle particule que j'appelle le neutron. » Alors, je vous lis la fin de la lettre, dans la page suivante, c'est que il dit « Je sais que cette proposition doit vous paraître invraisemblable, et excusez-moi de ne pas pouvoir vous rejoindre à votre réunion, car ma présence ici, à Tübingen, 1 bal, est indispensable dans la nuit du 6 au 7. » Donc vous voyez qu'il les prenait un peu aussi à la légère, et évidemment ça ne leur a pas plu, hein, ces gens très savants. Et pendant 3 ans, eh bien, il ne s'est rien passé. Pauli avait lancé son ballon dans la mare, et il a quand même obtenu qu'on publie son idée dans le congrès Solvay, le célèbre congrès Solvay de 1933. Alors, quelle était l'idée de Pauli? Je pense que vous voyez sur la figure le spectre d'électrons qui avait été détecté avec grande précision. Alors, ce spectre, Pauli, qu'est-ce qu'il proposait? Que si on prenait un point de ce spectre, on voyait à gauche l'énergie cinétique de l'électron. Et la nouvelle particule que proposait Pauli, elle se trouvait à droite et elle devait remplir tout l'espace qui allait jusqu'à l'énergie nucléaire disponible dans cette réaction qu'on connaissait très bien. Alors, en voyant ce spectre, si on se met au bout du spectre, ce qu'on appelle la queue du spectre, à une énergie que j'appelle l'énergie maximum des électrons, eh bien, soit cette énergie maximum correspond à l'énergie nucléaire disponible, il n'y a pas de place à l'énergie de masse de création ce qu'il appelait lui le neutron, soit on voit une petite différence que j'ai exagérée sur ma figure, c'est entre le Emax et l'énergie disponible, et à ce moment-là, cette énergie, c'est E égale mc2, masse du neutron, C2. Alors, en voyant ce spectre, Francis Perrin, en 1933, a dit, si Pauli a raison, eh bien, sa particule, elle doit avoir une masse qui est beaucoup plus petite que la masse de l'électron. Effectivement, on voit qu'il ne reste pas beaucoup de place. Alors, pendant très longtemps, on a vécu avec l'idée que si le neutrino, je dis neutrino à partir de maintenant parce que c'est comme ceci qu'on va l'appeler, existe, il doit avoir une masse pratiquement nulle, et on a fait tourner un petit peu l'intellect autour d'un neutrino qui aurait une masse nulle. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que 80 ans plus tard, c'est-à-dire à peu près aujourd'hui, les Allemands lancent une grosse expérience pour mesurer avec très grande précision cette différence entre Emax et l'énergie disponible. C'est ce qu'on appelle l'expérience Catherine. Alors, je vais vous expliquer ce que font les Allemands. Ils prennent le tritium, ils ont accumulé une grande quantité de tritium radioactif, bêta, et ils vont construire un spectromètre qui, sur le spectre total des électrons, ne va se concentrer que sur la queue du spectre.
je ne sais pas si vous voyez, le tout petit bout du spectre, ils vont le détecter pour voir s'il y a de la place pour la masse d'un neutrino ou s'il n'y a pas de place. Et s'ils voient une différence précise, ils vont mesurer. Alors c'est très difficile comme expérience, parce qu'on travaille sur un nombre d'électrons qui tend vers zéro. Alors, 2 mots à propos de ce spectromètre qui est actuellement en cours d'installation, on peut dire, aux premières utilisations, c'est que les Allemands ont eu la bonne idée de le construire, pas sur place à Karlsruhe, mais ils l'ont construit en Bavière, et ils l'ont transporté, parce que c'est quand même un énorme cylindre, ils l'ont transporté au site de son implantation sur un parcours qui fait 9000 km, alors qu'à vol d'oiseau, c'est 4000. Parce qu'ils se sont aperçus qu'il n'y avait que sur les voies d'eau qui pouvaient transporter ce gros cylindre. Donc là, j'ai trouvé une photo où, tout près de l'arrivée à Karlsruhe, ils traversent un petit village où ils passent à quelques centimètres près au bord de chacun des toits du village. Alors, ils ont publié en 2012 un premier résultat en disant que maintenant on est sûr que les neutrinos ont une masse, vous le comprendrez tout à l'heure pourquoi, qu'ils trouvent une masse qui est inférieure à 1 électronvolt, ce que tout le monde savait déjà. Mais on sait que dans les 5 ans qui vont venir, ils vont délivrer une valeur qui sera précise. Alors maintenant, je reviens à 1933, c'est plus l'actualité, est arrivé Enrico Fermi, l'italien, dans une compréhension de ce qu'était la radioactivité bêta. Alors il a commencé d'abord par dire le neutron de Pauli, ça fait vieillot, je vais appeler, alors c'est pendant une conférence, on lui a demandé comment vous allez l'appeler, comme il était italien, il dit ça va être un petit neutre comme le bambino, il a dit ça va être le neutrino. Et alors, il a proposé une théorie quantique qui était déjà bien établie à l'époque, où la radioactivité bêta d'un noyau, c'est un neutron d'un noyau qui se transforme en proton et qui émet une paire électron-antineutrino. Alors pourquoi anti? Parce que quand on crée une paire, il faut autant de particules que d'antiparticules. Alors il a calculé, il a fait de la statistique de la mécanique quantique sur ces 4 fermions, et miracle, il est tombé exactement sur la forme du spectre de radioactivité bêta. Et alors, immédiatement après ce calcul, Hans Bethe et Peirce ont fait un calcul de probabilité de cette interaction, puisque maintenant il y avait une théorie, et ils ont dit les neutrinos vont interagir d'une façon négligeable avec la matière infime, et ils ont été jusqu'à calculer un pouvoir de pénétration, c'est-à-dire l'épaisseur de la brique qu'il faudrait si on voulait arrêter un neutrino, et ils ont trouvé une grandeur de 10 puissance 16 km. Vous voyez qu'on tombait dans des grandeurs astronomiques. Donc on va exprimer ça plutôt en années-lumière plus tard. Donc on sortait complètement de ce qu'on connaissait de la radioactivité jusqu'à ce jour. Alors d'une façon étonnante, personne n'a cru ni au calcul de Fermi, ni aux prévisions de Bethe qui disaient que les électrons traversaient la matière sans s'en apercevoir. Et Eddington, qui était pourtant qui était un grand personnage, il a publié qu'il trouvait que cette théorie était farfelue, au point que Nature, qui avait reçu un très gros papier de Fermi, l'a rejeté. Donc ça a été quand même un coup de frein sur la théorie de la compréhension des neutrinos. Et ce qui a relancé l'affaire, c'est qu'on retrouve la famille Curie en 1934, mais c'était la génération en dessous, c'était Irène et Frédéric. Ils ont découvert la radioactivité bêta+, et qui impliquait l'émission d'anti-électrons, de positrons, et qui impliquait l'existence d'un neutrino. Donc on savait qu'il y avait un neutrino dans l'interaction bêta+, et un antineutrino dans l'interaction bêta-. Alors, après il y a eu 23 ans de silence où les expérimentateurs se demandaient si c'était une bonne idée de se lancer dans la détection des neutrinos, dans la mesure où on venait de démontrer qu'il fallait des cibles qui soient de dimension astronomique pour avoir des chances de les arrêter. Et vous allez voir qu'en 23 ans, ils ont été vus. Donc je dis que ces fantômes de Pauli et de Fermi existent. Et ça, on le doit à 2 Américains, Reines et Cowan,
Reinels a eu le Nobel, Cowan était déjà mort. Ils ont eu le Nobel qu'en 1995, alors que l'expérience avait eu lieu en 1956. Vous voyez, le taux de réaction était à l'échelle des neutrinos. Alors, qu'est-ce qu'ils ont imaginé comme réaction nucléaire pour voir un neutrino? C'était de se dire, si un antineutrino interagit avec un proton, il va créer un neutron et un positon, et plus. Alors le positon, c'était très astucieux parce que vous savez que le positron, tous ceux qui ont passé des examens médicaux qu'on appelle les PET scans, ils savent qu'un positron, on le voit tout de suite dans la matière parce qu'il émet une paire de 2 photons qui sont à 180 degrés l'un de l'autre et qui font une énergie extrêmement bien connue qui est de l'ordre de 511 keV. Alors, ils ont tout simplement demandé à un réacteur nucléaire américain, le réacteur de Savannah River, l'autorisation de placer sous le cœur un bidon de 400 litres d'eau. Comme vous savez, dans l'eau, il y a des protons. Et ils ont installé une batterie de quelques photomultiplicateurs, 110. Je dis quelques parce que vous allez voir que dans quelques temps, je vais vous montrer des détecteurs neutrinos où il y a des dizaines de milliers de photomultiplicateurs. Et ils ont détecté, ce qui est très facile, ces paires d'électrons. Et ils ont eu disons, la chance de voir qu'avec cette géométrie, ils avaient à peu près 3 antineutrinos produits par heure. Et le 4 juin 1956, ils ont envoyé un télégramme qu'on a retrouvé à Paoli en lui disant que dans sa lettre où il se moquait un peu de ses collègues, eh bien, il avait raison, eux, ils ont vu ça. Alors, à ce stade de mon exposé, il vous paraît que les neutrinos apparaissent dans la désintégration bêta, ils sont donc toujours couplés à un électron ou un positron. Et on s'est aperçu plus tard que, comme il y avait des électrons lourds, que les physiciens des particules avaient trouvés, n'avaient-ils pas d'autres neutrinos associés? Alors, je vous rappelle que le premier électron lourd, qui s'appelle le muon, a été découvert par l'américain Anderson en 1936. Il a prouvé que cet électron lourd existait, donc immédiatement on s'est posé la question, est-ce qu'il y a des neutrinos muoniques qui sont associés? Et il a fallu attendre 1960, vous voyez, entre l'idée qui a été donnée par Anderson et l'expérience, on se retrouve en 60. En 60, à Brookhaven, les Américains sont arrivés à fabriquer des faisceaux de pions, et on sait que quand des pions se désintègrent, ils se désintègrent en muon plus le neutrino. Et ils ont pu démontrer que ce neutrino n'était pas le neutrino électronique qu'on voyait dans la désintégration bêta, mais c'était un neutrino muonique qu'ils ont appelé NUMU. Donc ça paraissait très simple. Et quand en 1975, toujours les Américains peuvent découvrir à Stanford qu'il y avait des électrons super lourds qu'on a appelés les taux, qu'ils ont appelés les taux, qui avaient une durée de vie redoutablement courte, c'était 10-13 secondes. Ils ont prévu qu'ils devaient eux aussi produire des neutrinos associés à ces taux. Et ce n'est qu'en 2000, vous voyez que là on a traversé tout le siècle, ce n'est qu'en 2000 qu'à Fermilab à Chicago, on a détecté ces neutrinos tauiques. Donc là, la vie était belle. Je me prends en 2000 ici, puisque le tableau des particules était d'un côté des rayonnements qu'on appelait les bosons, et de l'autre côté la matière qu'on appelait les fermons. Et on trouvait qu'il y avait 6 quarks, 6 leptons. Et ces 6 leptons, c'était les 3 électrons dont je viens de vous parler, le lourd et le super lourd, et les 3 neutrinos associés qu'on avait découverts, le nu électronique, le nu muonique et le nu tauique. Personne n'était capable de trouver une raison pour laquelle il y avait ce fameux chiffre 3 qui avait l'air magique dans cette famille des particules, mais disons que là il y a eu une satisfaction intellectuelle, la Bible avait l'air d'avoir été réécrite pour ce qui était les particules. Alors, très vite, il s'est apparu un trouble pour comprendre ce qu'étaient ces fantômes, c'est qu'on s'est posé la question, est-ce qu'ils suivent la physique de M. Dirac, qui était celui qui avait formulé un peu tout ce qu'on appelle le modèle standard, ou est-ce qu'ils vont suivre
la voix d'un physicien un peu hors norme, dont on nous a parlé à l'Académie. Georges Boulon nous a fait il y a quelques années une conférence sur Ettore Majorana, qui lui avait une vue des particules qui n'étaient pas celles standards. Alors je vais vous expliquer ça. En fait, pour savoir si les neutrinos sont normaux ou ils ne sont pas normaux, on a regardé ce qu'on appelle leur hélicité. Alors, je vous rappelle ce que le physicien appelle l'hélicité, c'est que tous les fermions qui tournent sur eux-mêmes, si on peut dire, ont un spin, c'est l'équivalent dans la toupie, et la théorie de conservation des symétries de l'espace montre très facilement qu'on doit trouver pour un fermion autant de projection du spin sur la direction de propagation, à ce moment-là on dit que la particule est d'hélicité droite, que de projection contre la vitesse de propagation, inverse à la direction de propagation. On appelle ça une particule d'hélicité gauche. Hélicité, vous voyez, droite-gauche, ça fait appel à ce que vous connaissez tous quand vous ouvrez votre bouteille de vin avec un tire-bouchon. Alors, donc la physique disait que jusqu'à maintenant, tous les fermions, pour respecter les symétries d'espace, devaient être 50% gauche, 50% droite. Malheureusement, en 1956, Madame Wu et son équipe ont démontré que lors de la désintégration bêta, les électrons émis étaient uniquement d'hélicité gauche. Ça veut dire que les neutrinos, on ne les voyait pas, mais il devait y avoir quelque chose d'anormal. Et l'année d'après, ça a été généralisé par une expérience extraordinairement fine par Goldhaber, qui a démontré que dans la désintégration bêta, qu'elle soit bêta plus ou bêta moins, on ne trouvait que des neutrinos gauches et que des antineutrinos droits. Alors les physiciens appellent ça le viol de la parité que font les neutrinos et qui est contraire à la physique classique, standard. Alors, comment est-ce que maintenant on interprète ça? Eh bien, on interprète ça comme une propriété de l'interaction faible. On dit que les neutrinos, s'ils n'interagissent pas avec la matière, c'est qu'ils ne connaissent pas l'interaction électromagnétique, ils ne connaissent pas l'interaction forte. Sur la gravité, on ne sait pas trop, mais comme ils ont une masse presque nulle, c'est pas bien important. Et sur l'interaction faible, eh bien, c'est la seule chose qu'ils connaissent, les neutrinos. Et la compréhension de l'interaction faible a fait un pas énorme quand Glashow, Salam et Weinberg ont expliqué que finalement l'interaction faible, elle se faisait par l'échange de bosons. Ça n'a pas beaucoup étonné parce qu'on savait que l'interaction électromagnétique, elle se faisait par échange de photons. Mais ils ont démontré que ces bosons, il y en avait trois. Il y en avait deux chargés, W plus et W moins, et un neutre, le Z0. Alors, dans le modèle donc, tel qu'on comprenait la physique, la radioactivité bêta, ça correspondait à l'émission d'une paire électron-positron via l'échange d'un boson, W plus pour la radioactivité bêta plus, W moins pour la, etc. Et en plus, ils ont prévu que le neutrino, hors de toute radioactivité, il était capable d'interagir, de diffuser sur des quarks par exemple, ou sur des électrons, mais à ce moment-là par l'échange d'un boson qui était tout à fait étrange à l'époque, qu'on a appelé Z0 parce que c'est un boson neutre. Alors, ça va permettre, dans ce qu'on va voir dans la suite, de s'écarter un petit peu de la radioactivité bêta et de voir que les neutrinos peuvent interagir avec la matière. Alors, ça a été la grande découverte du CERN en 1973. La plus grande découverte du CERN, c'est qu'ils ont détecté ce qu'ils appelaient les courants neutres, c'est-à-dire la figure où je vous montre un neutrino qui diffuse sur un électron. Et en 1983, cette même équipe au CERN a été capable de détecter vraiment le boson Z0.
Et en plus, ils ont montré, en détectant cette particule infiniment compliquée à détecter, qu'elle avait une largeur et que cette largeur était compatible avec l'existence de 3 neutrinos. Donc on s'est dit, tiens, on retrouve là le nombre 3 qui tout à l'heure arrivait d'une façon tout à fait... Alors, j'en viens à la... C'est est-ce que notre neutrino, il est normal, c'est-à-dire qu'il est de Dirac, qu'il est gauche et droit, ou est-ce qu'il est anormal, qu'il est de Majorana? Alors elle est fondée sur quoi la théorie de Majorana? Elle dit que le neutrino, il est sa propre antiparticule. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai dit c'est un squatteur. Il squatte en même temps l'univers des particules et l'univers des antiparticules qu'on n'avait jamais vu. Alors, quelle est la différence entre ces deux théories? C'est que Majorana ne prévoit qu'il n'y a que 2 états possibles, un neutrino gauche et un antineutrino droit, alors que Dirac, il y a ces 2 neutrinos qui peuvent être gauche-droit, et l'antineutrino aussi. Donc ça fait 4 particules. Alors que Majorana dit qu'il n'y a que 2 états de particules. Pour l'instant, l'expérience, elle trouve que des neutrinos gauche et des antineutrinos droits. Donc on pourrait dire, ça y est, c'est Majorana qui a gagné. Ce n'est pas une particule normale comme l'avait prévu Dirac. Alors c'est compliqué parce que maintenant, il y a des gens qui disent, c'est pas parce qu'on ne voit pas des antineutrinos gauche qu'ils n'existent pas, mais peut-être que notre détecteur est incapable de les voir. Donc là, il y a toute une chose très compliquée dans laquelle je ne vais pas rentrer. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a des expérimentateurs astucieux qui ont trouvé qu'il y avait une désintégration horriblement rare qui s'appelle la double désintégration bêta. La théorie prévoit qu'il y a des noyaux qui vont simultanément émettre deux électrons, deux radiations bêta, et qu'à ce moment-là, les 2 neutrinos émis, s'ils sont à la fois particules et antiparticules, ils vont s'annihiler. Donc il n'y aura pas d'émission de neutrinos. L'expérience est en cours depuis plusieurs années, les taux de comptage sont effroyablement bas, et on n'a pas encore la réponse. Voilà. Et pourquoi on investit tellement sur cette expérience? C'est que si on trouve que c'est Majorana qui a raison, eh bien, je vous expliquerai dans mon dernier transparent, on comprend pourquoi, après le Big Bang, toute l'antimatière a disparu. Donc vous voyez que l'horizon intellectuel de cette expérience est énorme. Alors maintenant, je vais passer en revue rapidement d'où viennent tous les neutrinos qui nous entourent. Je vous ai dit qu'il y en a beaucoup et qu'il en vient de partout. Alors d'abord, il ne faut pas croire que vous n'êtes pas vous-même des sources de neutrinos, puisque vous avez dans vos os un atome qui est le calcium 40, qui est émetteur neutrino. Vous allez me dire, mais c'est complètement négligeable. Bon, votre voisin, quand vous êtes dans le bus, vous émettez 4300 neutrinos électroniques par seconde sur lui. Donc, c'est peut-être peu par rapport à ce qu'on va voir, mais ça existe quand même. C'est-à-dire en particulier que si vous êtes un expérimentateur et que vous vous approchez de vos détecteurs, vous allez faire du bruit de fond. Bon. La Terre est un émetteur de neutrinos extrêmement intense parce que vous savez qu'il y a beaucoup de radioisotopes dans la croûte terrestre et que ces radioisotopes sont majoritairement des émetteurs bêta, donc ils émettent des neutrinos. Alors en ordre de grandeur, quand vous êtes à la surface de la Terre, comme on l'est tous en général, eh bien, la Terre vous arrose votre corps de 20 millions on les appelle des géoneutrinos, neutrinos terrestres, par seconde. Donc vous voyez que quand on se tient à la surface de la Terre, on est dans un flux de neutrinos gigantesque. Maintenant, le Soleil. Alors le Soleil, dans la suite de ma conférence, je vais surtout vous parler du Soleil. C'est un émetteur qui nous bombarde jour et nuit, puisque les neutrinos, que le Soleil soit à minuit aux antipodes, il vous envoie autant de neutrinos que si vous êtes à midi sur la plage. Eh bien, en moyenne, votre corps reçoit du Soleil, jour et nuit, 60 milliards de neutrinos par seconde. Donc je ne sais pas si vous saviez ça. Si vous saviez ça, vous ne sortiriez pas dehors. Et d'où ils viennent? Eh bien, ils viennent de la fusion nucléaire qui se produit au cœur du Soleil. Et cette fusion nucléaire
je vous ai donné la réaction. En fait, c'est un peu compliqué, mais elle ne peut pas inclure que 2 protons qui fusionnent, mais il faut 4 protons pour pouvoir créer des deutérons qui vont produire l'hélium 4, d'où le nom du Soleil, et 2 neutrinos électroniques. Alors, la température est assez chaude dans le cœur du Soleil pour que, quand on a fabriqué l'hélium, on a une probabilité non nulle pour que l'hélium qu'on a fabriqué, qu'on appelle la cendre de la fusion de l'hydrogène, fusionne lui-même pour créer des noyaux plus lourds. Et je vais me servir de 2 choses, les noyaux de beryllium 7 qui émettent des neutrinos et les noyaux de bore 8. Alors là, c'est un spectre un peu compliqué, je m'en excuse, mais qui vous donne tout ce que le Soleil vous envoie sur la figure jour et nuit. Vous voyez que la majorité, c'est ceux qui sont marqués PP, la fusion des protons, qui sont en bleu, qui sont très difficiles à voir parce qu'ils sont de basse énergie, et d'autres qui sont très très minoritaires mais qui sont faciles à voir parce qu'ils sont énergétiques, c'est ceux en particulier qui sont marqués, vous voyez le bord 8 en rouge. Et dans les 2 expériences que je vais vous montrer, on va se servir de PP d'un côté et de bord 8 dans l'autre. Alors, la 3e source ou la 4e, je ne sais plus, de neutrinos, ce sont évidemment les centrales nucléaires. Donc ça, c'est une source humaine qui produisent de la fission, donc des produits de fission qui sont presque tous radioactifs bêta. Alors, un ordre de grandeur, quand vous passez par exemple au budget sur une petite route qui est à 1 km du cœur du réacteur, vous pouvez vous dire que vous recevez latéralement autant de neutrinos qui viennent de la centrale nucléaire que du Soleil. Vous voyez, c'est pour vous donner un ordre de grandeur, mais ce n'est pas négligeable quand vous habitez près d'une centrale. Mais en fait, c'est complètement, vous ne vous en rendez pas compte. Alors maintenant, une autre source humaine sont les accélérateurs de particules. Depuis qu'on sait faire des particules de très haute énergie, on sait fabriquer des faisceaux de pions de très haute énergie, et les pions décroissent tout le temps en émettant des neutrinos, soit muoniques, soit électroniques. Alors maintenant, une autre source naturelle dont je vous parlerai peu, mais qui a fait l'objet de beaucoup de recherches, c'est ceux qui viennent de l'atmosphère. L'atmosphère, elle est bombardée par le cosmos par ce qu'on appelle les rayons cosmiques. En fait, ce sont des ions, surtout des protons de très haute énergie, qui, quand ils touchent l'atmosphère, créent des pions. Et on a vu que les pions, ça peut se désintégrer qu'en émettant des neutrinos. Alors, c'est ce qu'on appelle les neutrinos atmosphériques. Et je vous ai fait une figure là qui montre qu'il y a un rapport extrêmement simple, c'est qu'au niveau de la surface de la Terre, ces gerbes de neutrinos sont telles que pour un neutrino électronique, il y a toujours 2 neutrinos muoniques. Donc pour ceux qui s'intéressent à ça, ça va être là. Ils vont dire mon détecteur marche quand je trouve 2 mu pour 1 nu E. Et vous allez voir que ce n'est pas ce qu'ils trouvent, les pauvres. La vie serait trop simple. Alors, une autre chose que j'aborderai pratiquement pas, c'est qu'il se passe dans le ciel, dans le cosmos, des événements d'une violence énorme, qui sont les supernovas. Et les Japonais ont fait une expérience magnifique. Ils ont assisté à l'explosion d'une supernova et ils ont vu pendant quelques secondes un flux de neutrinos. Et puis d'autres choses encore de beaucoup plus haute énergie que malheureusement les astrophysiciens n'ont encore aucune idée pour savoir quelle est la physique de ces cataclysmes qui émettent ces neutrinos. Tout ce qu'on sait, c'est que ce sont des neutrinos qui sont complètement en dehors de la gamme d'énergie de tout ce qu'on vient de dire. Alors enfin, quelque chose que peu de gens savent, c'est qu'on baigne dans un flux de neutrinos énorme qui vient du Big Bang. Alors, pourquoi le Big Bang? Parce que le Big Bang, quand la température a baissé, c'était à peu près une seconde après le Big Bang, à des températures assez basses que 10 milliards de degrés, eh bien, les neutrinos ont pu s'échapper de ce plasma de matière. Et ils sont échappés à des énergies qui étaient typiquement de l'ordre du mégaélectronvolt. Et aujourd'hui, comme l'univers est en dilatation, eh bien, par dilatation de l'espace, ces mégaélectronvolts se sont transformés
en milli ou micro-électronvolts. Ce qui fait qu'on n'a pas encore d'idée encore comment un jour on pourra les détecter. Mais si un jour on arrive à les détecter, ces neutrinos fossiles, eh bien on les trouvera en nombre fantastique. Alors, pour ceux qui connaissent les photons fossiles, qu'on appelle le fond diffus cosmologique, il faut savoir que cet événement d'émission des photons, des neutrinos fossiles, s'est passé bien avant celle des photons. Puisque les photons, ça s'est passé à 380 000 ans, et là, ça s'est passé à 1 seconde. Donc, si un jour on voit ces photons, ces neutrinos fossiles, on aura une photo de notre univers 1 seconde après sa naissance. Actuellement, on n'a pas de photo qui date de... Alors, un petit résumé, sur cette figure, vous voyez tous les neutrinos qui nous arrosent, les cosmiques de ultra haute énergie, donc c'est une échelle de physique qu'on rencontre rarement dans la nature. Elle va de 10 puissance 18 électronvolts à 10-6 électronvolts. Donc vous voyez la difficulté devant laquelle se trouvent les expérimentateurs, c'est qu'il n'y a pas un détecteur de neutrinos. Il y a une telle... Alors, ceux qu'on n'a encore jamais vus, c'est ceux qui sont à gauche, c'est ceux du Big Bang, les fossiles. Par contre, tous les autres, Soleil, supernovae, terrestres, réactions nucléaires, atmosphériques et cosmiques, eh bien, les expérimentateurs, en 100 ans, ils sont arrivés à tous les voir. Alors, je vais rester... Combien de temps il me reste 20 minutes. 20 minutes. Alors, je vais rester un petit peu sur le Soleil, parce que ça a été un peu le modèle pour travailler sur les neutrinos. Et il y a un type qui a eu un courage extraordinaire, c'est Ray Davis, qui a utilisé une idée d'un élève de Fermi qui s'appelait Pontecorvo, Bruno Pontecorvo, qui est un type très étonnant, parce qu'il a été aux États-Unis, il a été en Russie, il a été jugé comme étant un espion, on ne sait jamais. Il faudrait qu'un jour on ait un collègue qui nous fasse un exposé sur Pontecorvo, était-il un espion ou un grand physicien? Mais enfin, c'était sûrement un grand physicien, et il avait donné une idée à des expérimentateurs, ça c'était il y a très longtemps, en 1946. Il a donné l'idée suivante, c'est que si vous êtes capable de mettre une solution qui contient du chlore et que vous la mettez au soleil, c'est-à-dire partout, eh bien, les neutrinos solaires vont pouvoir produire, par réaction inverse de la réaction bêta, de l'argon, qui est de l'argon radioactif. Donc vous n'avez qu'à mettre ce bidon, et puis si vous êtes fort en chimie, vous faites l'extraction, et vous allez pouvoir détecter cet argon. Alors ça tombe bien, parce que Ray Davis c'était un radiochimiste en fait, et il avait toutes les astuces dans son sac pour extraire l'argon radioactif, mais il est tout de suite tombé sur un os, c'est qu'il s'est rendu compte que les neutrinos solaires les plus abondants, les PP, comme je vous l'ai montré, eh bien n'avaient pas assez d'énergie pour induire cette réaction nucléaire. Alors, il s'est dit, ben, c'est pas grave, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus énergie, c'est ceux qui viennent de bord 8, par exemple, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et il a demandé à un théoricien, Bacall, de lui faire un calcul, en disant, si je mets telle quantité de solution de chlore, combien je peux avoir de taux de comptage d'argon radioactif. Et son collègue lui a répondu, tu n'auras jamais plus de 10 neutrinos par semaine. Alors quand on voit le bruit de fond de ces expériences et tout, n'importe qui aurait dit, bon ben moi je fais une autre physique. Lui il a dit non, je vais les chercher. Et il a gagné. Il a installé son bidon de 400 000 litres de C2CL4. C2CL4, c'est un truc qu'on utilise dans les hôpitaux pour désinfecter. C'est quelque chose qui ne coûte rien du tout. Il l'a installé au fond d'une mine très profonde, 1500 mètres de profondeur. Là, il y a une photo de son gros cylindre. Et il a attendu 2 ans d'acquisition. Il n'était pas tout le temps au fond de la mine, le pauvre, mais quand même, ce n'était pas une manip très agréable. Et un jour, il a publié, en 68, eh bien, moi, j'ai vu les neutrinos solaires. Et il dit, mais j'ai un problème, c'est que par rapport au calcul de mon théoricien Bacall,
il y a un déficit de 65%. Alors toute la communauté lui a dit, mais c'est parce que tu as des bruits de fond, là-bas au fond, etc. Et ça l'a beaucoup vexé, parce que lui, il a fait une expérience extrêmement propre, et il s'est remis au travail 20 ans encore. Et c'est en 88 qu'il a publié qu'il signait qu'il était sûr qu'il y avait un déficit. Et ce déficit solaire, ça a impressionné les gens quand même, parce que quelqu'un qui s'accroche à une... eh bien, il faut savoir que ça a été un mystère qui va perdurer 30 ans. Et je vais vous expliquer ce qui est arrivé. Alors, je passe très vite. Tout de suite derrière lui, il y a des physiciens qui se sont dit, mais nous, on va trouver une autre réaction nucléaire qui soit sensible aux neutrinos solaires PP, qui sont en très grand nombre. Eh bien, c'était le gallium. Très bien, on dit, on va faire une cible de gallium, et on va essayer de trouver, vous voyez, dans la réaction nucléaire, c'est du germanium radioactif. Il y a eu tout de suite un problème, c'est qu'on s'est aperçu que pour fabriquer cette cible de gallium, eh bien, il fallait plus que la production annuelle mondiale en gallium. Donc, ceux qui utilisaient le gallium, les industriels, ils n'étaient pas contents de voir qu'on leur piquait tout. Enfin, en 90, il s'est pourtant monté 2 énormes expériences. Là, on commence à tomber sur des expériences gigantesques. Une en Russie, qui s'appelle SAGE, où eux, ils sont arrivés à acheter 55 tonnes de gallium métallique, et une autre, qui est moins sage, qui est en Europe, dans le tunnel du Grand Sasso en Italie, où ils ont sagement pris un sel de chlore. Et alors, ils se sont empaillés pendant plusieurs années, parce que les Russes et les Italiens publiaient des résultats complètement discordants. Et en 92, on ne sait pas bien comment ça a marché, mais ils sont tous d'accord, ils ont fait une publication commune en disant que, en regardant les neutrinos PP du Soleil, donc les plus abondants mais les moins énergétiques, eh bien, ils trouvaient, comme Davis, un déficit, mais qui n'était pas du tout le déficit publié par Davis, il était de 40%. Ah bon? Donc, c'était 2 expériences très solides. Le mystère était de plus en plus épais. Alors, il est resté très épais jusqu'au jour où les physiciens des particules ont proposé, ce sont les Japonais, d'utiliser leur méthode des physiciens nucléaires, qui est d'essayer de trouver ce qu'on appelle le rayonnement Cherenkov. Alors là, je vous ai fait un petit dessin. L'idée, c'était d'avoir une cible où il y a des électrons. Ils ont pris de l'eau. C'est la cible la moins chère pour avoir des électrons. Et ils ont utilisé ce qu'avaient prévu les théoriciens de l'interaction faible, c'est qu'il y avait des possibilités de diffusion de l'électron, du neutrino sur l'électron, qui allait donc arracher un électron à grande vitesse dans l'eau. Et un électron à grande vitesse dans l'eau, dès que l'électron va plus vite que la vitesse de la lumière dans l'eau, ça crée quelque chose qui a été inventé par les Russes, qui est formidable comme détecteur. Ça crée un cône du nombre de chocs lumineux qu'on appelle le cône Cherenkov. Donc vous voyez là le cône Cherenkov au sommet à droite de l'image. Vous voyez que c'est un cône qui est ouvert, et ce qui va être formidable pour le physicien, c'est que l'ouverture de ce cône donne l'énergie du neutrino, et que l'axe de ce cône donne la direction de l'électron, donc du neutrino. Donc ça va complètement changer les choses. Alors la première manip sont nos collègues japonais qui avaient installé au fond d'une mine à Kamioka, sur la côte ouest du Japon, je ne sais pas si tu as été là-bas, qui est une mine où ils ont pu installer une sphère de 2100 tonnes d'eau. Vous voyez, on commence à être énorme. C'était à 1000 mètres de profondeur, donc tranquillement protégé des bruits de fond. Et ils ont montré qu'avec ça, ils pouvaient détecter les neutrinos les plus énergétiques du solaire, les B8, les Borg8, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qu'ils trouvaient un déficit sur ces neutrinos, mais ce n'étaient pas ceux des autres, ni ceux des radiochimistes, ni ceux du gallium. Ils trouvaient un déficit de 55%. Alors là, vous voyez sur l'image, vous voyez, ça c'est un événement où il y a un neutrino qui a arraché un électron. Vous voyez très bien le cercle qui est l'intersection du cône Cherenkov sur les
sur les détecteurs. Vous voyez que ça, c'est une piscine d'eau absolument gigantesque qui est tapissée de dizaines de milliers de photomultiplicateurs. C'est une vraie cathédrale. Alors, ils ont eu aussi le plaisir de voir, les Japonais, une photo absolument extraordinaire. Ils ont photographié le soleil, surtout au moment où il était caché sous la terre, et ils ont vu cette photo. Alors c'est une photo un peu spéciale, parce qu'elle voit que les neutrinos, et il faut savoir que les neutrinos, ils s'échappent du cœur en fusion pour atteindre la surface du soleil en 2 secondes. Alors quand vous regardez le soleil, les photons que vous voyez, qui ont été émis au cœur, ils ont mis à peu près 200 000 ans pour atteindre la surface. Donc c'est vraiment un instantané. Vous voyez l'état du soleil, il y a 2 secondes. Alors c'est un instantané qu'il faut corriger par le fait que cette photo, le temps de pause, c'est 500 jours quand même. Donc, mais ça a été quelque chose pour la communauté scientifique de voir le cœur du soleil, et en plus ça a pu rassurer certaines personnes. On a pu voir qu'il restait encore pas mal de fuel à l'intérieur du soleil pour au moins 5 milliards d'années. Donc on peut dormir tranquille pour quelques milliards d'années. Alors, maintenant je vais vous expliquer ce dernier point qui est un peu compliqué, mais maintenant vous êtes bien chaud, vous allez comprendre tout de suite. C'est que on a pu démontrer que ces déficits, ce n'étaient pas des erreurs d'expérimentateurs, mais que c'était une propriété intrinsèque du neutrino que je décris comme un trouble de personnalité. Et ça, c'est un petit peu, il faut s'accrocher, je vais essayer de vous l'expliquer. C'est une idée qui remonte à ce fameux physicien italien, américain, russe, qui en 1957 avait dit que si les neutrinos ne sont pas de masse nulle, parce qu'à l'époque on pensait beaucoup que les neutrinos étaient de masse nulle, et bien moi je prévois qu'ils vont pouvoir avoir différents états, différentes saveurs, on appelle ça les saveurs. Et il a dit, s'ils ont différentes saveurs, et bien dans un faisceau de neutrinos qui se propage, les neutrinos ils vont presque tous à la vitesse de la lumière, ces neutrinos qui se propagent, et bien au cours de la propagation, s'il y a plusieurs saveurs, ils vont pouvoir changer de saveur. On n'avait jamais vu ça, une particule qui change d'état comme ça. Alors, là c'est un peu compliqué ce que je veux dire, mais du point de vue quantique, ça résulte du fait qu'une particule peut être une superposition d'états. Et en fait, la théorie qu'a fait Ponto-Corvo, c'est qu'il disait, imaginons, à l'époque, on ne connaissait pas la troisième saveur de neutrino. On connaissait que le neutrino électronique et le nuon myonique. Eh bien, il dit, si ces neutrinos sont massifs et que les masses sont des états propres, on appelle ça des états propres de masse, que j'appelle ici nu-mu1, nu-m1 et nu-m2, vous pouvez imaginer qu'à une énergie donnée, si vous avez 2 masses différentes, la légère va aller plus vite que la lourde, d'accord ? Eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'au cours de la propagation, comme il y en a une qui va plus vite, eh bien, il va y avoir des interférences. Et si on admet que chacune des particules est une composition de masse, eh bien, au cours du temps, les neutrinos, par ce processus, vont pouvoir changer de saveur. Alors, ça a été facile, après cette idée-là, de formaliser, après une distance de vol, de savoir quelle est la probabilité pour qu'il y ait cet échange de saveurs. Et on est arrivé à la notion d'un certain nombre de mélanges. Je passe sur les formules, mais c'est pour montrer qu'elles ne sont pas compliquées. Et ce qu'on a vu, c'est que si on était capable de mesurer ces probabilités de changement de saveur, on était capable de mesurer l'écart des carrés des masses de ces choses-là. Alors, bon, si vous voulez essayer de comprendre un peu mieux, j'ai trouvé un petit dessin qui est pas mal. Les 3 neutrinos, dont on a parlé depuis le début, qu'on a vu dans la radioactivité, et puis la conception à la Ponte-Corvo, c'est que chaque neutrino est une composition de 3 états de masse qui, quand ça se propage, ne vont pas à la même vitesse, donc ces compositions changent, et à un moment donné, le neutrino va s'appeler électronique, un peu plus tard myonique, et un peu plus tard tauique. C'est-à-dire qu'on a vu qu'à partir d'une source, par exemple, d'un pur faisceau de neutrinos électroniques, eh bien,
après une distance de vol L, on va trouver ce neutrino avec d'autres natures, muoniques ou tauiques. Alors, ça donne cette probabilité de changement d'état, d'échangisme, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et on voit que les expérimentateurs ont la chance de pouvoir mesurer une longueur d'oscillation qui va leur donner, à une énergie de masse, l'écart des masses entre les neutrinos. Compliqué, mais ils l'ont vu. Et cette même théorie prévoyait que ce qui va se passer dans le vol, dans le vide, d'un neutrino, va être accéléré pour ce qui concerne le changement de saveur, si on est dans de la matière. Et ça va être très important. Quand on est dans de la matière, comme on interagit, comme on a vu avec les échanges de bosons, avec les électrons et les quarks de la matière, l'oscillation va toujours être accélérée. Alors, ça a permis de tout comprendre. Oui, par exemple, actuellement, il y a des énormes manips qui reprennent toutes ces détections. 5 minutes, oui, ça va y arriver, je vais y arriver. Il y a des énormes expériences qui reprennent la détection avec des détecteurs très complexes du Soleil, et on voit actuellement que ce que les collègues expérimentateurs avaient exprimé comme déficit, ce n'était pas un déficit, c'est qu'ils regardaient par exemple les neutrinos électroniques, et vous voyez qu'ils manquaient, mais c'est parce qu'ils étaient devenus des neutrinos muoniques ou tauiques. Donc ils étaient simplement pas comptés dans leur détecteur. Et ils ont pu voir avec ces oscillations qu'il faut prendre en compte le trajet des neutrinos dans le Soleil, où la matière est dense quand même, et puis ensuite pour rejoindre la Terre, c'est dans le vide. Donc tout est compris maintenant. On peut dire qu'il n'y a plus aucun mystère. Alors, je vais vous dire un mot quand même. Pardon, je suis allé un peu loin. Je vais vous dire un mot quand même de ce que les physiciens ont fait des neutrinos atmosphériques. Ils s'attendaient à trouver, là vous voyez, j'ai mis 2 neutrinos muoniques pour un neutrino électronique. Vous voyez sur la figure, vous voyez, c'est ce que la théorie prévoit et c'est ce que les physiciens ont mesuré quand ils ont regardé des neutrinos qui nous tombent sur la tête, qui viennent du ciel. Mais quand ils ont regardé des neutrinos qui nous arrivent sous les pieds, qui ont traversé la Terre, eh bien ils trouvaient qu'il y avait un déficit de NUMU. Et ça, c'est un mystère qui a duré à peu près 20 ans. Et avec l'oscillation, maintenant on comprend, c'est que les neutrinos qui nous viennent de l'atmosphère, ils n'ont pas eu le temps d'osciller, parce que l'atmosphère, elle fait quoi, 20 km d'épaisseur. Donc ils n'ont pas eu le temps. Donc ceux qui ont traversé les 13 000 km de Terre, eh bien ils ont eu le temps d'osciller. Donc actuellement, on trouve qu'il n'y a plus aucun problème d'anomalie des neutrinos atmosphériques. Alors je vais terminer en vous disant que les expériences actuelles, elles se font avec des accélérateurs de particules de très haute énergie qui traversent une cible qui doit être la plus épaisse possible. Et les Japonais sont toujours les découvreurs dans ce domaine. À Kamiokande, ils ont eu l'idée. Alors vous voyez où Kamiokande, sur la côte, je ne peux pas vous montrer ça parce que j'ai pas de. Comment si j'avais une baguette, vous voyez, mais c'est pas grave. C'est bon. Non, je bouge pas. Kamiokande, vous le voyez, sur la côte ouest du Japon. Et Tokai, sur la côte est, il y a un centre de physique des particules qui est capable d'émettre des faisceaux de pions qui vont se désintégrer en neutrinos muoniques. Donc ils sont capables, depuis Tokai, d'injecter des purs neutrinos muoniques qu'ils alignent pour essayer de viser la cible qui est, il faut bien tirer, 280 km à l'ouest. Alors entre les deux, d'abord il y a des montagnes dans le Japon, mais même s'il n'y avait pas de montagne, comme la Terre est ronde, eh bien ça passe dans le sol, d'accord ? Et ils ont vu magnifiquement dans cette expérience, ils ont vu disparaître les neutrinos muoniques parce qu'ils s'étaient transformés en neutrinos électroniques, et donc ils ont démontré sur cette expérience que les Européens ont amélioré. Ils se sont lancés en 2006 à
produire au CERN, vous voyez à gauche dans l'image, des faisceaux de pions qui ont fabriqué des faisceaux de muoniques et de les détecter dans le détecteur qu'avaient les Italiens dans le tunnel du Grand Sasso. Il faut bien viser là aussi, parce que là il y avait 732 km. Alors, ils ont montré qu'il manquait donc appareil TOIC, mais cette expérience avait un taux de comptage rédhibitoirement bas, et ils ont décidé, ils ont gagné quand même, parce qu'ils ont montré ça, mais pour que les physiciens survivent, il faut qu'ils aient quand même un coup de temps en temps dans leur détecteur. Ils ont montré que c'était très difficile, et actuellement, toute la concentration des physiciens des neutrinos européens et américains se sont concentrés en une expérience qui part du Fermilab, qui est près de Chicago, où il y a un accélérateur de particules qui était le rival du CERN jusqu'à ces dernières années. Donc ils fabriquent un faisceau de neutrinos et ils l'envoient dans le sud, dans le Dakota, dans un détecteur d'une mine très très profonde. Et là, le parcours va être de 1300 km. Donc c'est une manip gigantesque, hein, où il y a autant d'Européens il y a du monde entier dans cette manip. Et on pense qu'en 2026, la question de la masse des neutrinos, les oscillations, sera complètement réglée par cette très belle expérience. Bon, je vous avais parlé, on a déjà entendu parler, quand je vous avais fait une conférence sur mon voyage en Antarctique, qu'on pouvait utiliser les cônes de lumière Cherenkov pour détecter des objets astrophysiques, même très lointains. Alors, le principe, maintenant, on fait des détecteurs neutrinos pour regarder le ciel. Le principe, c'est d'essayer de voir les cônes de lumière Cherenkov, soit produits dans de l'eau liquide, soit produits dans de l'eau glacée, dans la glace. Alors, dans l'eau liquide, les Français ont joué un rôle important dans une expérience qui s'appelle Antares, qui est au large de Toulon. Tout près de Toulon, la mer Méditerranée a des fosses de plusieurs milliers de mètres dans lesquelles ils ont installé des photomultiplicateurs et ils ont détecté les neutrinos d'énergie très très élevée. Mais ils ont eu deux mauvaises surprises dans cette expérience d'Antares. C'est qu'ils ont vu que, comme ils s'y attendaient, l'eau, c'est très bien pour détecter les cônes de lumière Cherenkov, parce que c'est très translucide. Mais au fond de la Méditerranée, il y a eu des courants terribles. C'est-à-dire qu'ils s'attendaient, on va se mettre au fond des fosses, on va être tranquille. Mais... Alors, comme ils ont des lignes qui portent des détecteurs, être dans la tempête au fond de la mer, c'est pas très agréable. Et une deuxième très mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de poissons dans ces fosses. Et les poissons, comme c'est le noir absolu, pour discuter entre eux et pour faire l'amour, ils émettent beaucoup de phosphorescence, ce qui perturbe beaucoup les photomultiplicateurs qui sont dans la région. Alors, les Russes ont eu l'idée de dire, mais nous, on n'aura pas tous ces problèmes. On a un lac très profond qui s'appelle le lac Baïkal. Donc, ils sont en train de monter une espèce d'Antares au fond du lac Baïkal. Savoir s'il n'y aura pas de courant du tout, on ne sait pas. Est-ce qu'il n'y aura pas de poissons? On ne sait pas encore. Alors, la reine des expériences, c'est celle qui est installée, c'est celle que je vous avais décrite il y a quelques années, qui s'appelle Ice Cube. Le glacier le plus épais du monde, le plus stable du monde, se trouve en Antarctique, où il y a des milliers de mètres d'épaisseur de glace. Et ce glacier, le voilà, a été équipé de lignes. Oui, la vue d'avant, tu peux peut-être leur montrer 2 secondes. La vue d'avant, c'est Antares, hein. Sont des lignes qui portent des photomultiplicateurs qui sont installés au fond de l'eau, comme ils peuvent. Hein. Alors, dans la glace, c'est des puits extrêmement profonds. Il y a à peu près 1,3 km de glace très profond dans le glacier qui est équipé de lignes de photodétecteurs et qui voit quand arrive par en bas, il s'intéresse aux signaux qui proviennent
qui ont traversé la Terre. Quand il arrive au neutrino, il va créer un muon qui va créer un cône de lumière Cherenkov d'électrons. Et ils ont vu, malgré la grande difficulté que la glace, ça ne bouge pas, mais du point de vue optique, c'est épouvantable, bien qu'elle soit assez transparente. C'est que dans un glacier, il y a des couches qui correspondent aux chutes de neige annuelles. Et à la profondeur où ils ont à peu près 100 000 strates. Donc vous voyez qu'il a fallu faire des programmes d'optique qui compensent la propagation de la lumière comme si c'était un milieu comme dans l'eau, alors qu'en fait, c'est bon, il y a tout ce qu'il faut pour s'amuser. Alors, ils ont trouvé que les neutrinos qui viennent de très loin du cosmos, il y a toujours les trois saveurs, c'est normal, ils ont eu le temps d'échanger toute leur vie. Et ils ont trouvé surtout qu'ils ont trouvé des événements d'une énergie absolument extraordinaire. Ils ont détecté un grand nombre d'événements qui font plus de 1 million de milliards d'électronvolts. Question aux physiciens, d'où ça vient? Pour l'instant, on n'en sait rien. Quand je dis aux physiciens, c'est aux spécialistes de cosmos. Alors, je termine. Qu'est-ce qu'il reste à découvrir sur les neutrinos? Qu'est-ce qu'il y a encore comme prix Nobel à accrocher sur cette physique? Il y a la détermination de la masse précise de chacune des saveurs neutrinos. Pour l'instant, on sait qu'elle est très petite, mais comme on sait qu'il y a un nombre gigantesque de neutrinos, quelle est leur contribution à la masse totale de l'univers? Ça, on ne sait pas. Essayez de détecter ces neutrinos fossiles qui ont pratiquement plus d'énergie, mais qui sont en nombre considérable. Si quelqu'un un jour a une idée d'une interaction qui pourrait se faire, qu'on pourrait détecter avec ces neutrinos, ça permettrait de voir le Big Bang, si on peut dire, bien plus finement qu'on le fait avec les photons. Et puis, d'avoir une réponse définitive sur est-ce que ce sont des particules de Dirac ou de Majorana. Alors, neutrinos stériles, je ne vous en parle pas parce que j'en ai pas parlé au cours de mon exposé. Il y a des gens qui pensent qu'il y a un quatrième genre de neutrinos qu'on appelle des stériles, mais pour l'instant, il y a eu une publication il y a 2 mois, des gens de Los Alamos, qui persistent et signent qu'il y aurait un quatrième neutrino. C'est peut-être vrai. Mais surtout, dans l'avenir, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que pour observer le cosmos, eh bien, on a un nouveau type de détecteur qui vient participer à ce qu'on appelle l'astronomie multimessager, en plus de tous les détecteurs, tous les télescopes connus, plus les ondes gravitationnelles, plus les neutrinos. Là, ça va être un festival. Voilà, j'ai été un peu long. J'espère que vous avez pu suivre dans des conditions. Alors, il y a mon président qui va applaudir. Merci. Je te laisse la place. Oui. Je ne sais pas s'il y a des questions. Joseph va réapparaître devant l'écran dans 2 secondes. Donc, merci Joseph. Je vais laisser la parole aux spécialistes qui auront des questions intelligentes à poser, mais c'est mon privilège de poser la première question de Béotien. Je suis frappé comment les physiciens nomment les choses, et ça a l'air d'un domaine assez anarchique quand même. Je regarde, il y a des particules qui sont nommées sous forme d'hommage, hein, le fermion en hommage à Fermi. Il y en a qui ont des racines grecques, le lepton, l'électron. Il y en a qui sont des allusions littéraires, comme le quark qui est emprunté à James Joyce. Là, neutrino, donc c'est une sorte de plaisanterie italienne, si j'ai bien compris. On pourrait peut-être dire neutrini au pluriel. Ça se fait pas, oui. On a des gluons qui disent bien ce qu'ils veulent dire. Il y a une instance régulatrice pour ces noms. Chacun fait à sa fantaisie, et puis les noms s'imposent ou non selon les humeurs. Bon, c'est une très bonne question parce qu'au cours des siècles, le baptême des particules a été un peu, des fois, c'était évident, comme Fermi, par exemple, avait pris un tel rôle dans la compréhension de ces particules qu'on appelle les fermions, mais il y a eu une dérive quand même au moment de la guerre froide
ou les nouveaux atomes, par exemple, quand on découvrait le francium, il y a un tas il y a beaucoup d'autres, l'américium, etc., le polonium, le germanium. On s'est très vite rendu compte qu'il y avait une pression politique et maintenant c'est beaucoup plus régulé, c'est-à-dire quand on découvre un nouvel objet, que ce soit un atome ou même une planète, il y a des comités internationaux qui statuent sur les propositions qu'ont le droit de faire tout un chacun pendant un certain nombre de mois ou d'années. Et moi, par exemple, j'ai eu la chance de voir de très près la nomination d'un nouvel élément lourd que vous ne connaissez pas, qui est le meitnerium, qui est l'élément 200, je ne sais pas combien, dans le tableau de Mendeleïev. Et il y avait eu plusieurs propositions, et Madame Lise Meitner, qui était une juive, qui avait dû fuir Berlin pendant la Deuxième Guerre mondiale, tout le monde a été tout à fait d'accord pour dire que ce serait bien de rattraper le fait que c'est son patron, Otto Hahn, qui a eu le Nobel pour la fission, de rattraper ça en lui donnant le nom d'un élément. Donc effectivement, le neutrino, c'est très amusant parce que c'est une petite plaisanterie qu'a fait Fermi pendant un congrès où on lui a dit mais maintenant il y a un problème, c'est qu'il y a le neutron de Chadwick et puis il y a ce neutron de la désintégration bêta. Il a dit oh non, mais ça n'a rien à voir parce que ce neutron c'est un tout petit neutron, la masse elle est sans doute nulle ou infime. Alors il a dit moi en tant qu'Italien je l'appellerais bien un neutrino, ça veut dire tout petit quoi. Mais c'est pas habituel qu'il y ait une